Lorsque l'elfe et les corbeaux se furent engouffrés dans les bois, de l'autre côté du lac gelé qui entourait la maisonnette du forgeron des étoiles, Borde demanda à sa grande protectrice. Pourquoi me déteste-t-il autant? Parce qu'il est un peu idiot parfois, répondit la louve en découvrant ses crocs dans un sourire moqueur. Je ne lui ai rien fait, insista le garçon qui voulait comprendre, et surtout qui se sentait blessé par ce rejet. Il s'est mis dans la tête qu'il haïssait les humains, expliqua la vanne un peu plus sérieusement. Oui, j'avais bien compris ça, continua l'enfant, mais je n'y suis pour rien si je suis humain, et en plus je suis à moitié comme lui. Je le sais bien, soupira Fen, mais tu as un frère têtu, il lui faudra longtemps avant d'accepter ton existence. Si tant est qu'il l'accepte un jour, précisa Nuri qui faisait des ronds de fumée. Ne dis pas des choses aussi horribles, le gronda Beyla. Propose-leur plutôt de venir se réchauffer à la maison pour se remettre de toutes ses émotions. Sur ces propos, elle suivit son propre conseil et partit se réfugier dans son foyer. Vous l'avez entendu, ronchonna le dvergue. Voulez-vous rester un moment chez nous? J'imagine que vous pourriez peut-être même y passer la nuit plutôt que de rester dehors dans le froid. Ce serait avec plaisir, accepta Fen à la grande joie de son protégé. Elle se leva et se métamorphosa une nouvelle fois dans sa forme humanoïde pour pouvoir entrer dans la maisonnette. Ce faisant, elle perdit le bandage qu'avait confectionné la femme de Nuri pour sa forme lupine. Elle le ramassa en grimaçant, alors que sa blessure à l'épaule se remettait à saigner. Ça va aller, Fen s'inquiéta Borde. Je suis vraiment désolée de t'avoir blessé. Je voulais pas, tu sais. Oui, oui, tout va bien, ne t'en fais pas, le rassura-t-elle en franchissant le pas de la porte. En réalité, c'était surtout la blessure occasionnée par la corne de narval recouverte d'acier qui la faisait souffrir. Siegfried devait éprouver autant de remords que son petit frère, sauf que sa manière de l'exprimer avait été de la traiter d'idiote au lieu de lui présenter des excuses. Une fois à l'intérieur, elle se dirigea vers Beyla et lui tendit le linge maculé de rouge qui avait servi de bandage. Merci beaucoup de cette attention et désolée pour le sang, dit-elle à la petite vergue. Mais de rien, c'est tout naturel, balaya la femme du forgeron. Voyons, regarde-toi, tu recommences à saigner. Cette blessure est très profonde, il ne faut pas la négliger. Allez, tiens, installe-toi là que je te soigne de nouveau. La vanne obéit et s'assit docilement sur la chaise que lui désignait la dvergue. Ceci fait, cette dernière lui fit ôter son manteau de fourrure, puis découvrit son épaule et entreprit de renettoyer la plaie avant de la bander une deuxième fois. Tu devrais éviter de trop changer de forme durant les jours qui viennent, conseilla Beyla. Fen fit une grimace en grommelant. Je suis sérieuse, insista la soigneuse. Il faut que le bandage reste en place un moment pour que ce soit utile. Elle a raison, appuya le garçon. Il faut te ménager un peu. D'accord, d'accord, abdiqua la louve. Si même le petit homme qu'elle était censée protéger s'y mettait, elle ne pouvait que capituler. Elle lui ébouriffa les cheveux de son bras valide. Prenant ce signe d'affection pour une invitation, Borde se glissa sur les genoux de la vanne. D'abord surprise, puisque c'était la première fois qu'une telle chose arrivait, la louve se fendit d'un léger baiser sur la tête de l'enfant. En réponse, il se pelotonna tout contre elle. Il lui présenta le papier qu'avait laissé sa mère sur le banc du jardin. Pourrais-tu me lire ceci lui demanda-t-il. Elle jeta un coup d'œil au message et acquiesça. Elle s'éclaircit la voix et se mit à lire. Mes chers enfants, tout d'abord je vous présente mes sincères excuses. Mes actions vont vous causer de l'embarras si ce n'est pas déjà fait. Je suis en route pour mon jardin où j'espère trouver refuge avant qu'Hule ou ses sbires ne me rattrapent. Je suis pressée par le temps, alors pour en venir directement au fait, je me suis attiré les foudres de l'ase nommé Hule, le chasseur. Comme les vannes, les ases peuvent absorber le pouvoir des créatures qu'ils tuent. Dans sa vanité et sa peur de succomber pendant le Ragnarok, Hule a décidé de s'élever en héros pour éviter cette fin inéluctable. Il a demandé à tous de lui délivrer des créatures magiques dont il pourra se nourrir afin d'accumuler suffisamment de pouvoir. Et cela au détriment des innocents qu'il sacrifie à sa cause d'empêcher le Ragnarok. Dans sa quête de puissance, il rétribue grassement des chasseurs et des mercenaires de tout poil qui lui amènent des créatures magiques. Il se montre d'apparence plus clément envers les femelles enceintes, jusqu'au moment où il leur demande de lui céder les bébés à naître. Lorsqu'il vint à moi, j'étais alors enceinte de Siegfried. Il ne se montra pas menaçant. Nous nous connaissions par le passé et avions même tissé des liens d'amitié. Comme je n'étais pas encline à l'aider dans son projet, il menaça de s'en prendre à mon clan si je refusais de lui céder mon enfant. Nous n'étions pas prêts à affronter un combat contre une horde dirigée par le chasseur. Je n'ai eu d'autre choix que d'accepter en me disant que je trouverais le moyen de protéger mon futur nourrisson entre-temps. À sa naissance, je l'ai confié à son père et je me suis rendue devant Hule pour lui annoncer que, malheureusement, j'avais fait une fausse couche. Je pensais qu'il allait en profiter pour prendre mon pouvoir, mais il m'épargna. Il m'expliqua qu'il comptait que j'enfante encore des bébés qui tiendraient une grande puissance de ma part, car je suis réputée parmi les miens pour détenir beaucoup de pouvoir. Je pensais alors ne plus avoir d'enfants, et me consacrer entièrement à un moyen de contrer les actions de l'ase. Mais Borde est arrivé. J'ai usé du même subterfuge, et puisqu'il était à moitié humain,
J'ai scellé sa part elfique en espérant que cela suffirait à maintenir Sigurd et lui loin des ennuis. Cette fois, Hul ne m'a pas cru. Il s'en est fallu de peu que je n'en réchappe pas. Je crains qu'il ne se doute désormais du fait que Siegfried est lui aussi encore en vie. J'ai passé les années suivantes à fuir et à continuer d'acquérir des connaissances, notamment de Nuri, que je surnomme le forgeron des étoiles. Il a accepté de me cacher et de m'enseigner ce qu'il savait. Depuis que j'ai été enceinte de Bord, j'ai utilisé tout mon art, mêlant mes connaissances elfiques et de Vergard, pour vous confectionner des cadeaux. Si vous lisez ce message, c'est que vous les avez trouvés et je m'en réjouis. De même, cela signifie que vous avez trouvé de quoi vous entendre, et il n'en faut pas plus pour combler mon cœur de mère. Ce jardin où vous vous trouvez se situe sur un plan différent de notre monde, mais je lui ai donné une entrée non loin de l'endroit où Siegfried a grandi. Cela, je pense que Siegfried le sait. Son père a dû lui révéler l'existence de ce jardin, et peut-être même de l'endroit depuis lequel on peut y accéder sans user de magie. Je vous mets en garde pour la suite. Hul va vous traquer. Au moins Bord, car en plus de vouloir se nourrir de son pouvoir elfique, il m'en veut personnellement de l'avoir trompé. Il compte bien le faire payer à ma descendance. Il me l'a promis alors que je m'enfuyais. Siegfried, tu dois aussi rester prudent, car toutes les créatures dotées de magie sont en danger. J'espère que cette serrure et cette clé que j'ai confectionnées pour vous protéger feront bien leur office. Elles ouvrent des portes vers d'autres mondes, et chacun de ces mondes correspond à une rune. Si vous œuvrez ensemble et grâce à l'aide que je vous lègue, je suis certaine que vous parviendrez à neutraliser l'influence néfaste d'Hul, malgré sa condition d'immortel. Car quoi que lui fasse miroiter sa vanité, Ragnarok arrivera, et il se passera ce qu'il doit se passer sans qu'il ne puisse rien y changer. J'aurais voulu être présente avec vous dans ces épreuves qui vous attendent, mais je pressens que ma fin est proche. Je les sens me pister. Ils approchent, et je suis encore trop loin du jardin pour y parvenir à temps. J'espère que ma fin calmera quelque peu la colère d'Hul, vous laissant du répit afin de vous préparer à la suite des événements. Mon cœur saigne de savoir que je ne serai plus là pour vous protéger. Je crois en vous, et mes pensées vous accompagnent, mes chéris. Je vous aime. Doéline, votre maman. Lorsqu'elle arrêta de parler, Fen se rendit compte que son protégé ne parvenait pas à retenir ses larmes. Il m'a menti, sanglota-t-il. Siegfried m'a menti. Comment ça, s'enquit la vanne. Il m'a dit que le message ne concernait que lui, expliqua l'enfant d'une voix entrecoupée de pleurs. Alors qu'elle me parlait à moi aussi, et j'ai failli ne pas récupérer la lettre. Dans ce cas-là, je n'aurais jamais su ce que ma mère voulait me dire. La louve serra contre elle le garçon de son bras valide et le berça pour l'apaiser. En plus, maintenant il est parti, alors qu'elle nous dit bien que nous devons rester ensemble, n'est-ce pas? Elle a dit que nous devions œuvrer ensemble pour nous défaire de l'influence d'Hul parce qu'il est dangereux. Mais maintenant qu'il est parti, comment vais-je faire? Je ne suis encore qu'un petit garçon, et j'ai peur de cette Hul. Chut, l'interrompit Fen. Calme-toi, tout se passera bien, même si ton frère a décidé de s'en aller pour le moment. Et puis regarde, je suis toujours là, moi. Je te protégerai, et nous trouverons des solutions ensemble. Ne t'inquiète pas, petit homme. Oui, tout à fait, appuya Beyla qui avait terminé de panser la vanne. Ce qu'il vous faut à tous les deux pour le moment, c'est un bon dîner. L'advergue pinça gentiment la joue du garçon en souriant, et son entrain était si communicatif que Bord esquissa un sourire. Nuri, quant à lui, semblait d'humeur maussade. La lecture de la lettre de Doéline paraissait avoir sabré son moral. Heureusement, pour lui comme pour les autres, le dîner de Beyla lui rendit un semblant de bonne humeur. Elle leur servit un ragoût de fèves et de moutons, dont la chaleur courut de leur bouche à leurs estomacs, en les laissant dans une bienheureuse félicité. En hôtesse attentionnée, la femme du forgeron des étoiles avait même donné à Fen, non pas de son ragoût, mais un gigot de mouton cru tout entier. Reconnaissante, la vanne fit l'effort d'utiliser des couverts pour engloutir sa viande. Les deux vers continuèrent de se montrer des autres exemplaires, entretenant leurs invités de conversations intéressantes et en leur aménageant un coin douillet pour passer la nuit. Puis, ce fut l'heure du repos. Malgré toute la fatigue qu'il éprouvait, Bord ne réussissait pas à trouver le sommeil. Tous les événements de la journée tournaient sans cesse dans sa tête, menaçant de lui donner la migraine. Fen, s'enquit-il en espérant qu'elle ne dormait pas. Elle répondit par un grognement indistinct. Il reprit. As-tu toujours mal à l'endroit où je t'ai blessé? Il savait qu'elle souffrait terriblement de l'épaule, puisque couchée sur le côté, elle lui tournait le dos afin de ne pas s'appuyer dessus. Mais elle ne paraissait pas faire grand cas de la blessure qu'il lui avait faite. Non, petit homme, tu ne m'as infligé qu'une infime éraflure. Elle sera guérie demain, le rassura-t-elle. Je ne la sens même pas. C'est vrai, insista-t-il. Vrai de vrai? Bien sûr que c'est vrai, confirma la vanne avec un sourire. De toute façon, même si je sentais une gêne à ce niveau-là, elle serait éclipsée par la douleur de la blessure que je dois à la lame de ton frère. Dors à présent, et si c'est ce qui te taraude, ne t'inquiète pas. Si jamais quelqu'un entrait ici, il devrait me marcher dessus pour pouvoir t'atteindre. En effet, elle l'avait installé près du mur et elle-même s'était couchée entre lui et le reste du monde.
Rassurée maintenant s'enquit-elle. Oui, souffla le garçon. Dans combien de temps penses-tu que ta blessure à l'épaule sera guérie? Je ne sais pas, répondit Fen. Ne t'embarrasse pas pour ça, j'en ai connu d'autres. Ne veux-tu toujours pas dormir? Je vais essayer, promit l'enfant. Bonne nuit, Fen. Bonne nuit, Borde. La lune était pleine, inondant le paysage enneigé d'une douce lueur argentée. D'aucuns auraient dit qu'elle était blafarde, mais ces gens ne savaient pas de quoi ils parlaient. Seuls les hermétiques à la beauté pouvaient proférer des choses pareilles. C'était ce que Fen disait toujours, en tout cas. Elle adorait la lune, probablement à cause de sa nature de louve. Assis en tailleur sur un rocher solitaire, Siegfried contemplait la grosse boule haute dans le ciel et la vue dégagée qu'il avait de la plaine s'étendant à ses pieds. Il entendit une meute hurler au loin. Il sourit. Il leva la tête vers la lune et hurla avec eux, comme il le faisait jadis en compagnie de Fen. Ils se connaissaient depuis qu'il était elfon et elle louveteau, ce qui datait de plus d'un siècle, les vannes et les elfes étant dotés d'une grande longévité. Il lui avait appris l'elfique et elle les manières des loups. La meute avec laquelle il chantait, car les loups considéraient cela comme de la musique, lui répondit avec entrain. Ils avaient souvent hurlé à la lune, Fen et lui. En grandissant, ils s'étaient moins fréquentés, ayant chacun de son côté leurs affaires. Un jour, il s'était rendu compte qu'elle s'était liée d'amitié avec des humains. Un, en l'occurrence, qui répondait au nom de Sigurd. D'après ce qu'il avait compris, ils avaient vécu beaucoup d'aventures ensemble, la vanne s'abaissant à lui servir occasionnellement de monture. Et comme il se pavanait, ce rustaud, sans aucun respect pour la nature féerique de la louve qui avait daigné lui offrir son amitié. À lui non plus, Sigurd n'avait jamais témoigné aucun respect. Les rares fois où Siegfried avait eu le malheur de le rencontrer, il lui avait toujours parlé familièrement, comme à l'un de ses semblables. Vraiment, l'elfe ne voyait pas ce que Fen trouvait à cet humain vulgaire. Pourtant, elle semblait lui accorder plus d'intérêt qu'à lui-même. Elle lui avait assuré qu'il se faisait des idées, mais selon lui, ses actes prouvaient sans cesse le contraire. Ce Sigurd, non content de lui voler l'affection de la vanne, s'était mis en tête de courtiser sa mère. Bien sûr, l'humain ne savait pas à ce moment-là que Doeline s'avérait être la mère de Siegfried. Ce n'était pourtant pas une excuse. Il avait chassé le cerf blanc pour elle, mais il n'aurait jamais réussi si Fen ne lui avait pas prêté son aide. C'était d'ailleurs suite à cet épisode qu'ils avaient fait connaissance, l'humain et les deux amis dotés de magie. L'elfe se souvenait encore du moment où la vanne s'était dressée face à lui pour l'empêcher de tuer Sigurd. Il en avait été blessé. Pas physiquement, bien sûr. Jamais Fen ne lui ferait le moindre mal, il en était à peu près certain. Il s'était senti encore plus meurtri lorsqu'il avait vu l'humain chevaucher la louve et parader en amenant la dépouille du cerf blanc à Dame de Hélène. Et pire que tout avait été l'annonce de la naissance de Borde, le demi-humain. Sa mère paraissait faire grand cas de son fils cadet, le bâtard. Elle avait tellement envie de le protéger qu'elle avait tissé un sort autour de lui afin que personne ne remarque la nature semi-elfique du bébé. Heureusement, elle n'avait pas infligé à son aîné la présence du petit et de son père. Il était déjà suffisamment difficile de supporter qu'elle fasse semblant de ne pas être sa mère. Siegfried ne savait pas pendant combien de temps les loups et lui avaient loué ainsi la lune, mais il se sentait maintenant plus apaisé. Perchés sur la branche basse d'un arbre tout proche, Svart et Murk se pressaient l'un contre l'autre afin d'échanger un peu de chaleur. Ils avaient sursauté lorsque celui qu'ils appelaient leur maître s'était mis à hurler à la lune avec les loups. Ils sursautèrent de nouveau lorsque l'elfe leur intima. Partons, nous devons trouver Hul. Mais quand dormirons-nous, maître se plaignit Murk. Nous aurons tout le temps de dormir lorsque nous serons morts. Pour le moment, nous avons du pain sur la planche. Le lendemain matin, lors d'un copieux petit déjeuner, Nuri demanda à ses hôtes ce qu'ils comptaient faire dorénavant. Le garçon ne répondit pas. Il aurait bien aimé rester chez Beyla et le forgeron des étoiles, tant il appréciait l'ambiance chaleureuse et douillette de leur foyer. Sa raison lui disait que ce ne serait probablement pas possible. Et puis, sa mère avait écrit qu'Hul était à sa recherche. Il n'aimerait pas que cette petite maison et ses habitants soient ravagés par la colère de Laz. Ne sachant que dire, il se tourna vers sa protectrice qui saurait certainement quelle serait la meilleure conduite à adopter. Comme elle paraissait aussi hésitante que lui, le dverg leur suggéra. Si tu veux mon avis, jeune barde, vous feriez bien de rester quelques jours ici. Ainsi ton chaperon pourrait récupérer de sa blessure à l'épaule, et peut-être que je pourrais te forger un petit quelque chose pour t'aider à te défendre contre Hul. L'enfant n'en croyait pas ses oreilles. Son visage afficha un grand sourire, tandis qu'il réalisait qu'il allait pouvoir rester ici quelque temps. Il se tourna de nouveau vers Fen d'un air interrogateur. Cela me convient, acquiesça-t-elle en le considérant pensivement. Nous pourrons en profiter pour continuer de t'apprendre les arts du combat. C'est vrai, nous pouvons rester ici? Pendant quelques jours, du moins, confirma la vanne, et tant que nous ne dérangeons pas nos hôtes. Oh, mais vous ne nous dérangez pas le moins du monde, s'enthousiasma Beyla. Restez tant que vous voudrez. Dans les jours qui suivirent, Beyla confectionna à l'enfant des vêtements chauds plus adaptés que ceux qu'il portait, et, fidèle à ce qu'il avait proposé,
Nuri lui fabriqua une épée à sa taille pour remplacer son bâton, ainsi qu'un petit arc. Pour les remercier de leur généreuse hospitalité, Fen et Borde partaient régulièrement en quête de gibier pour agrémenter leur table. Le garçon effectuait aussi quelques menues tâches, comme nourrir les moutons dans la petite bergerie située derrière la maison ou aider Beyla à la cuisine. Lors de ses sessions d'entraînement aux arts martiaux qu'il effectuait sous la direction de Lavan, il faisait d'étonnants progrès de jour en jour. Beaucoup de sa facilité d'assimilation lui venait de sa part elfique. Sa part humaine lui apportait tant de joie de constater ces améliorations qu'il en tirait des forces redoublées pour continuer encore et encore jusqu'à l'épuisement. Sa protectrice devait parfois l'arrêter tant elle craignait qu'il ne se tût à la tâche. Je sais que tu dois devenir plus fort, et c'est bien pour cela que nous nous entraînons. Mais pourquoi fais-tu preuve d'autant d'acharnement demanda un jour Fen à son élève trop studieux. Je veux devenir très fort, précisa Borde. Je veux montrer à mon frère que je peux le surpasser même en étant en partie humain. Je veux venger la mort de mon père et aussi celle de ma mère. Et pour toutes ces choses, il faut que je devienne vraiment très très fort. Je pense même qu'il faut que je devienne plus fort que toi. Si tu veux te confronter à Hul tout seul, il faut assurément que tu deviennes bien plus fort que moi, acquiesça Lavan. Mais tu n'es pas obligé de combattre avec ta seule force. Des alliés ne sont jamais à négliger. Il faut que je sois très fort quand même, insista le garçon. Sinon personne ne voudra m'aider. La louve, qui gardait encore son enveloppe humanoïde à cause de sa blessure, lui jeta un regard perplexe. Elle espérait que la quête de puissance de son protégé ne le mènerait pas à de regrettables extrémités. Cela s'était déjà vu. Soit, convint-elle finalement, mais prends garde de ne pas finir comme Hul à vouloir être à ce point plus fort. Cette phrase parut faire réfléchir l'enfant, qui se promit d'essayer d'être plus modéré. Pour ce faire, il décida de s'intéresser à d'autres arts que ceux du combat, et s'en fut voir Nuri afin qu'il lui apprenne la signification des runes de son anneau. Pour le moment, il ne lui servait pas à grand-chose, mais il ne désespérait pas de retrouver Siegfried et d'œuvrer de concert avec lui, comme le leur avait demandé leur mère, Dame Doélin. Le forgeron des étoiles entreprit donc de lui révéler tous les secrets des runes. En étudiant son anneau, Borde découvrit qu'il pouvait combiner ces runes entre elles. En effet, s'il plaçait l'encoche au niveau d'un premier symbole et qu'il exerçait une pression sur elle, la rune restait brillante et il pouvait en sélectionner une deuxième. Il pouvait en combiner ainsi jusqu'à 3. Il se demanda combien cela représentait de possibilités et quels étaient tous ces lieux auxquels il pouvait accéder. Malheureusement, même s'il en avait très envie, il ne pouvait pas tester toutes ces possibilités puisque son frère s'en était allé. Il fit la moue.